Deux points communs au moins entre nos auteurs à l'honneur ce soir, l'écriture et New York. Né à Genève, Harry Koumrouyan est arménien d'origine. Après ses études secondaires faites en Suisse et aux États-Unis, il obtient une licence de lettres à l'université de Genève. Tour à tour enseignant, directeur de collège, responsable dans l'administration scolaire, il mène sa carrière professionnelle dans son canton. Membre de plusieurs associations littéraires, vous enregistrez également des ouvrages pour la bibliothèque des personnes malvoyantes et vous animez volontiers, mais prudemment direz-vous, des ateliers d'écriture. J'ai laissé l'essentiel peut-être pour la fin, l'écriture et New York. C'est, je crois, inscrit pour un atelier d'écriture à New York que vous commencez à écrire, d'abord en anglais, puis en français. Toujours New York offre son décor, reproduit à l'infini beauté et laideur confondues, réalité et fiction entremêlées, jusqu'au moment où l'on ne distingue plus la ville de son image, où la photo et son objet, inlassables rivaux, se superposent et se confondent. Vos mots, Harry Koumrouyan, publiés dans Le Monde est un village, collectif réunissant une vingtaine d'auteurs qui feuillettent les grandes capitales, collectif paru en 2017 aux éditions de l'Air, initialement nommé Édition Rencontre S.A. et relancé sous une forme nouvelle en 1978 par Michel Moret, d'abord libraire, devenu auteur et aujourd'hui encore éditeur. L'Air, le lieu de la grange où l'on bat le blé. En 2016, vous publiez, Harry Koumrouyan, Un si dangereux silence, l'histoire d'une famille contrainte de quitter l'Arménie en 1915 pour échapper au génocide. Ainsi, la fratrie Simonian, Kevork, Aram et Beka émigrent à Genève. L'aîné, Aram, parvient à s'imposer sur le marché de la joaillerie genevoise. Il rencontre Victoria, deux enfants naissent, Anouche et Arthur. Harry Koumrouyan, vous êtes arménien, vous partagez votre vie entre la Suisse et New York. Que dites-vous de cette appartenance à diverses cultures et comment vous définissez-vous au carrefour des origines diverses? Alors, c'est une question difficile. Ce que j'ai envie de dire, c'est que longtemps, j'étais suisse et voilà. J'étais né à Genève, la question ne se posait pas tellement. Bon, bien sûr, mes parents étaient arméniens, mais comme ils ne me parlaient pas arménien, la culture arménienne n'était pas si proche de moi. Et puis, en prenant de l'âge, on se pose des questions sur d'où on vient, qui étaient nos parents, nos grands-parents. Et c'est un peu comme ça que c'est revenu et que les questions ont affleuré et que j'ai essayé d'y répondre. Mais je m'empresse de dire que le livre dont vous avez parlé, Un si dangereux silence, est un roman. C'est un roman et ce n'est pas l'histoire de ma famille. Pour une raison très simple, c'est que je ne sais rien de l'histoire de ma famille, ou très peu. Mes parents ont mis une espèce de silence sur tout ça en disant non, non, c'est fini, on ne va pas revenir dans l'Empire ottoman qui n'existe plus d'ailleurs. Et on est en Suisse, et puis ils étaient plus suisses que le Cervin, je crois. Donc voilà. Et par la suite, j'ai quand même essayé d'avoir quelques informations, mais tout a disparu dans le génocide. Alors j'ai quelques photos. Et puis j'ai ce que j'ai essayé d'imaginer. Donc ça n'est pas vrai, mais c'est vraisemblable. On va dire ça comme ça. Alors Arthur et Anouche vont fuir, chacun à sa façon, leur histoire arménienne. Arthur s'installe à New York. Anouche se fait appeler Anne. Elle trahit sa famille en prenant un fiancé ottoman, direz-vous. L'histoire d'amour s'achève pourtant, et bien des années plus tard, lorsque Anne revoit Mehmet, ce fiancé avec qui elle ne s'est pas mariée, elle apprend l'impensable. En fait, Mehmet turc avait une grand-mère arménienne. Son père était meunier. Elle a grandi dans un moulin au milieu des champs de blé. Un soir d'été, au coucher du soleil, les soldats de la milice sont apparus derrière les abricotiers qui bordaient le domaine. Et vous ajoutez, quand le fermier a vu l'enfant sortir du moulin seul et hagarde, il a pris la petite fille par la main et l'a conduite chez lui. Il n'y a eu ni question ni explication. Alors Mehmet a ces très belles paroles. On a tué une population
Et on voudrait par le silence la tuer une seconde fois. C'est impossible. Les preuves des événements existent, il faut le courage de les regarder, de les accepter, puis de dire la vérité. À ce moment-là, la paix reviendra. Harry Kumruyan, votre définition du pardon? D'aussi difficile question que M. Choquet, ça me rassure. Je crois que le pardon peut se faire s'il y a une reconnaissance. Or, le génocide arménien n'a jamais été reconnu par les autorités successives, ottomanes au départ, mais turques. Et tant que cette reconnaissance n'a pas lieu, c'est très difficile d'arriver au pardon. Maintenant, pour ma part, mais je n'engage que moi, je vivrai avec la reconnaissance, c'est-à-dire le fait d'admettre qu'1,5 million de gens sont morts, que les autres ont pu fuir aux quatre coins du monde et que l'histoire a eu lieu. À partir de là, pour moi, les choses se termineraient. Mais je m'empresse de dire que pour beaucoup d'Arméniens de l'étranger, qui certains avaient des ancêtres relativement fortunés, avaient des assurances, etc., ils ne veulent pas se contenter de ça en disant « mais l'Allemagne, à la sortie de la Shoah, a reconnu aussi matériellement les choses, le pardon va aussi avec une compensation financière ». Moi, je ne suis pas dans ce schéma-là. Je pense que la reconnaissance par les mots serait déjà magnifique. Maintenant, pour revenir à Mehmet, donc le personnage fictif du roman, qui découvre qu'il a une grand-mère arménienne, ce sont des choses qui sont arrivées et qui arrivent encore et qui sont relativement dramatiques pour les familles turques qui ont toujours été biberonnées, si vous me passez l'expression, au fait que le génocide n'a pas eu lieu ou que c'était une guerre civile, enfin, toutes sortes d'explications. Et tout d'un coup, dans une famille, on découvre qu'il y a une grand-mère, une arrière-grand-mère qui était arménienne, à qui on a fait oublier le christianisme, puisque les Arméniens sont les premiers chrétiens, et à qui on a changé le nom. Et c'est évidemment extrêmement violent, parce que quelque part, c'est à l'intérieur de cet espace de négation que la vérité éclate par petits bouts. Donc voilà, d'ailleurs, le personnage dans le roman a une fin tragique, et je pense qu'elle est symbolique. Alors, au cœur du roman, la filiation, il y a Joseph, qui est le fils d'Anne, Anouche, qui a pris le nom d'Anne, et d'Éric, un avocat genevois. Très occupés, les parents de Joseph confient l'enfant à Lolo, une nounou qui, elle, est brésilienne. Et lorsque le couple s'érode, Joseph va vivre quelque temps chez son grand-père. Aram est un personnage magnifique qui a son mystère, et Joseph cache une photo. Objet récurrent dans votre vie, il y a toujours un objet, il y a toujours une photo. Joseph sortit avec précaution de son porte-monnaie une photo glissée plusieurs mois auparavant. L'image avait été prise sur un petit canot. On y voyait Aram vêtu d'une chemise à manches courtes qui tenait les rames, tandis qu'Inès, à ses côtés, posait la main sur son épaule. Pouvez-vous raconter ce personnage d'Aram et donner le sens de cette connivence qui s'établit entre Inès et lui? Autrement dit, qui est Inès? Alors, Aram, donc c'est le grand-père dans cette famille, perd sa femme et à un moment donné rencontre une Guatémaltèque qui s'appelle Inès, avec laquelle il va avoir, dans son âge avancé, une liaison. Et il ne va pas le dire à ses enfants, ni à Arthur, ni à Anne, il cache cette liaison. En revanche, il parle à son petit-fils. Et je crois qu'il y a quelque chose là auquel je tiens, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut sauter une génération sur certains plans, on peut dire des choses à une partie de la famille et pas une autre. Alors évidemment que quand les enfants directs d'Aram vont découvrir à la mort de leur père qu'il y avait cette Inès et que c'était un personnage mystérieux, ils vont dire à Joseph, mais tu le savais, tu nous as rien dit. Et je crois que bon, ben voilà, c'est un petit ressort romanesque qui veut montrer les difficultés de la parole à l'intérieur d'une famille. Alors, c'est une véritable saga familiale qui a été notée soigneusement par Joseph dans un cahier bleu. Et
Joseph va évoquer l'écrivaine arménienne Zabel Essayan à un moment donné. Cette écrivaine, elle a existé, elle est née à Skoutari en 1878, elle disparaîtra dans les purges de Staline en 1943. Aram évoqua les témoignages que Zabel Essayan avait rassemblés dans un livre dont le titre annonçait le contenu, « Dans les ruines ». Elle racontait ses voyages à travers l'Empire ottoman et décrivait ce qu'elle avait vu en 1909 dans la ville d'Adana où des milliers d'Arméniens furent tués. Alors Michel Moret, dans son ouvrage, raconte « Un professeur juif nous avait beaucoup parlé de Sefer Yetzira et des histoires hassidiques en citant cette phrase. C'est par 3 choses que Dieu créa l'univers, par l'écriture, par le livre et par l'histoire avec un H majuscule. Vous, qu'en pensez-vous? Alors je peux tout à fait souscrire à ça. Bon, mon christianisme n'est peut-être pas tout à fait solide, même si c'est une origine très ancienne chez les Arméniens, puisque le roi d'Arménie en 301 a instauré le christianisme comme religion d'État. Donc l'Arménie est devenue chrétienne avant Rome, en fait. Et donc, ça fait partie intégrante de l'ADN du pays encore aujourd'hui. Et évidemment, ça m'a été transmis. Alors, pour compliquer les choses, les baptistes américains sont venus en Arménie au XIXe siècle et ont fait quelque chose qui me paraît encore étrange aujourd'hui. Ils ont fait de la conversion à l'intérieur du christianisme. Enfin, ils ont poussé certains Arméniens à devenir protestants. Donc, ma famille paternelle est protestante, alors que le reste appartient à l'Église apostolique arménienne. Donc voilà. Alors vous évoquez la littérature et c'est intéressant parce que Arthur et Anouch ont grandi à Genève, donc ils ne connaissent pas l'arménien. Et Aram a été très clair sur le sujet. Vous devez connaître à la perfection la langue d'ici. Elle est votre clé d'entrée, la seule, la vraie. C'est plus important que l'argent. Il avait d'ailleurs tenu à illustrer sa conviction en offrant à sa famille les grands romans de la littérature française, édités dans une collection de luxe. Depuis lors, les livres, protégés par une couverture en cuir véritable, avaient patiemment attendu dans la bibliothèque du salon. Arthur et Anouch auraient bien entendu pu faire l'effort d'apprendre l'arménien, de dessiner les jolies lettres de son alphabet, de réciter les déclinaisons de sa grammaire, mais ils ne s'y étaient jamais aventurés, douillettement installés dans l'existence qu'ils menaient à Genève, si loin de leurs racines, presque effacées et disparues, comme avait disparu l'Empire ottoman. Cette littérature que vous évoquez ici, pour vous, dans l'enfance, un livre, un auteur qui vous a marqué, qui vous a peut-être donné l'envie de lire, mais surtout l'envie d'écrire? Alors il y a une auteure culte à Genève, c'est Pernette Chapelière, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Trésor de Pierrefeu. Elle a beaucoup écrit, mais Le Trésor de Pierrefeu, c'est un de ces livres qu'on lit, enfin, que certains enfants lisent, et ça m'a beaucoup marqué. Et il y a un autre livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, qui s'appelle Le Secret de la Porte de Fer, qui a été écrit par un instituteur, je crois, fribourgeois, Gaston Clerc. Et ce qui est très amusant, c'est que Michel Moret a republié ce livre. Et il y a des phrases de ce livre qui m'ont tellement marqué que je pourrais encore les citer aujourd'hui. Alors, je rebondis parce que Sylvain Tesson, dans l'éloge de l'énergie vagabonde, écrit « Les livres sont des barils de brut. En eux dort la pensée. Elle est contenue entre les feuilles comme les hydrocarbures entre les strates. Pour se libérer, la force des mots attend le raffinage de la lecture. » Donc il établit un lien certain entre lecture et écriture. Pour vous, lecture et écriture, qu'en pensez-vous? Ah, mais c'est indissociablement lié. Je pense que si on écrit une fois, on a lu beaucoup avant. On a admiré, on a détesté, on s'est senti, disons, inférieur, j'ai envie de dire, avec 20 guillemets, à ce qu'on avait lu, en se disant je n'y arriverai jamais. Enfin voilà, ça pose toutes sortes de problèmes psychologiques, je crois, quand on écrit, mais c'est indispensable. J'aimerais juste revenir à Zabel Essayan, une seconde, dont vous avez parlé tout à l'heure, pour dire qu'effectivement,
les témoignages de cette femme sont remarquables et ils existent en français, on les trouve partout, j'ai envie de dire. Et ça me touche beaucoup parce que Adana, c'est la région d'où vient ma famille. Est-ce qu'il y a des moments où, lorsque vous lisez quelque chose, vous vous dites c'est exactement ce que je ressens, mais c'est exactement ce que je n'arrivais pas à dire? Autrement dit, est-ce qu'il y a une jalousie parfois de la plume d'autrui? Alors, jalousie, le mot est peut-être trop fort. Je pense qu'on se laisse emporter, on admire ou bien on est réticent. Ce que je regrette un peu avec les années, maintenant que j'ai écrit quelques romans, c'est que je ne lis plus tout à fait de manière innocente. Je reconnais que je ne lis plus tout à fait de manière innocente. C'est-à-dire que quand je lis, j'ai une espèce de deuxième plan qui dit mais comment c'est fait, comment il ou elle s'y est pris, ah là j'aurais pu faire autrement, ah ça c'est très bien. Donc j'ai une espèce de deuxième moteur qui parfois vient un peu perturber le simple plaisir de la lecture que je ressens toujours. C'est le fait d'être emporté par un livre, ça c'est magnifique. Et j'aime beaucoup voir des gens emportés par un livre, dans un train par exemple, ou dans un parc. Tout d'un coup on voit quelqu'un qui tient un bouquin et on a l'impression que la personne va dévorer le livre. Et il m'est arrivé une ou deux fois de me contorsionner pour voir quel était le titre et d'acheter le livre. Alors après, j'ai été déçu ou pas, ça c'est une autre question. Mais ça donne envie. Il y a voilà, il y a des gens, on a l'impression qu'ils vont manger le livre. Et ça c'est extraordinaire. Alors une dernière question peut-être sur ce roman. L'actualité dernièrement nous a ramené à l'Arménie le 9 novembre 2020, après 6 semaines de combat et 4000 morts. Moscou a imposé le cessez-le-feu. Les Arméniens cèdent 7 districts de leur république autoproclamée d'Artsakh, ainsi que plusieurs régions avoisinantes. À l'époque, ce 9 novembre 2020, les Arméniens brûlaient leurs maisons, vidant leurs églises pour ne rien laisser à l'ennemi. Votre roman est inscrit dans cette grande histoire. Joseph, le fils d'Anne et Éric, petit-fils d'Aram, a compris et il s'exprime ainsi: « Je n'ai pas besoin de choisir entre les différents lieux, entre le passé et le présent, ne pas les séparer, mais au contraire les réunir. Ajouter, jamais soustraire. Éviter le confinement. Confinement, quel mot affreux, cousin d'isolement et de fermeture. » Alors évidemment, bon, c'est une question peut-être historique, hein, mais il y a eu effectivement le génocide de 1915, mais il y a aussi eu l'exode de milliers de Kurdes et d'Azéris lors de la prise de contrôle de l'Arménie, des régions entourant le Haut-Karabakh. Comment on peut concilier, historiquement parlant et humainement parlant, deux peuples opposés? Comment on peut ne pas prendre parti? Alors bon, moi je ne suis pas historien, mais ce qu'on peut dire, le Karabakh c'est une province donc entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est une province historiquement arménienne, il y a des églises qui datent de centaines d'années. Et c'est Staline qui, dans une forme de perversion dont il avait le secret, a attribué cette province à l'Azerbaïdjan dans les années 20, d'où le conflit potentiel. Voilà, je crois que je ne vais pas en dire plus, mais ce que vous avez cité dans le fait de soustraire, pas seulement, et voir aussi, disons, quelque chose qui est tourné vers le futur, c'est tout un mouvement auquel les Arméniens doivent arriver avec lequel les Arméniens doivent arriver à fonctionner. C'est-à-dire qu'à la fois le passé est là, il a été dramatique, c'est un génocide, enfin j'entends, voilà, ça ne sert à rien de discuter autrement, et les témoignages historiques les plus forts sont des témoignages d'historiens turcs. Donc il y a ça, et ça pèse, et ça reste, ça coule dans l'ADN des gens qui n'ont rien connu de tout ça, comme moi par exemple. Puis en même temps, il y a un futur, il y a des enfants qui naissent, et il y a une projection vers autre chose. Mais votre question est très juste, c'est comment on concilie tout ça? Ben voilà, c'est un sacré défi, j'ai envie de dire.
Alors on est à la fois de partout et de nulle part. La famille simonienne s'est habituée à l'immigration. Au départ, c'était la survie. Ensuite, on choisit, on a une valise prête dans le couloir, on n'attend pas d'être chassé pour partir. Arménie, immigration, exil, filiation, autant de thèmes forts qui tissent un autre de vos romans. En 2018, aux éditions de l'Air, paraît L'impératrice des Indes, qui est en fait le nom magnifique d'un bateau de croisière ou le nom d'un bateau magnifique de croisière traversant l'Atlantique pour la première fois. Et cet ouvrage raconte aussi l'histoire de 3 jeunes garçons de 20 ans à peine. Rafi, le New-Yorkais, son père est arménien et sa mère une héritière de Boston. Ali, dont on ne sait pas grand-chose et qui vient d'Afghanistan, et Gaspard, qui est genevois, fils de Rodolphe et de Louise, trop tôt décédés. Tous les 3 bousculés dans leur adolescence, ils cherchent à s'éloigner de leur famille. Je vous cite, « Il y avait trop d'affection qui les liait, à la manière d'une corde rêche et douce à la fois, dont il fallait apprendre à défaire les nœuds. » Chacun va donc évoquer sa famille, son histoire, et l'histoire de chacun va tisser le roman. Et c'est l'occasion pour vous d'évoquer une nouvelle fois Constantinople, 24 avril 1915, cette nuit où le monde s'est arrêté, les bouchers ont vaincu, la lune a perdu son soleil. Alors, pourquoi ce roman et ce thème récurrent? Ça, c'est une question difficile. Je vais peut-être raconter une petite anecdote. J'ai commencé à écrire aux États-Unis en suivant un atelier d'écriture. Donc, j'écrivais des nouvelles en anglais parce que la personne avec qui je travaillais ne parlait pas le français, n'écrivait pas le français. Et j'ai écrit une dizaine de nouvelles. Et puis, dans la 10e nouvelle, il y avait un personnage arménien pour la première fois. Et cette personne ne savait rien de mon histoire. Et quand elle a lu la nouvelle, elle m'a dit « Mais là, vous tenez quelque chose, vous devriez écrire un roman. » Et c'est comme si, malgré moi, d'une certaine manière, ce thème arménien, toute cette histoire de racines et de filiation dont vous parlez, était revenu à la surface et m'appelait, en quelque sorte. Voilà, c'est un petit peu comme ça que les choses se sont dessinées sans que je les ai vraiment voulues. J'aimerais aussi raconter une petite anecdote à propos d'un Si dangereux silence dont vous avez très bien parlé, je vous remercie. Il a été traduit en arménien, ce roman, et moi je ne lis pas l'arménien, je le baragouine un peu, et je suis allé au lancement à Yerevan, et là, j'ai dit à la traductrice, maintenant vous ne me quittez pas d'une semelle, parce que l'auteur illettré, c'est pas un statut très agréable, et j'avais l'impression, vraiment, physiquement, que le roman était rentré chez lui. C'est un peu étrange de dire ça comme ça, mais voilà. Et maintenant, le roman est traduit en anglais, et là, l'exercice est complètement différent, parce qu'évidemment, je peux lire la traduction, et puis je suis ramené à l'original, à la comparaison. La traductrice a fait un très bon travail, et moi, je relis le texte en français, et je me dis non, mais là, quand même. Donc, c'est un curieux exercice de rapprochement-éloignement, en quelque sorte. Alors, sur l'impératrice des Indes, le 3e soir de la traversée, un concert est organisé. Soliste, Joseph Landolt, un violoncelliste dont la carrière fut lancée quelques années plus tôt, alors qu'il avait à peine terminé ses études. Et c'est alors le retour d'un personnage du roman précédent. On en parlera tout à l'heure de ses récurrences. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, et puisqu'on l'a évoqué avec Mathias Tchoquet, la musique est très très importante dans vos ouvrages également. Il y a tout le temps un musicien, de la musique, une œuvre, etc. Pourquoi ? Je crois que M. Tchoquet a très bien répondu à la question. Moi, je pense que la musique, pour moi, est au-dessus de tout parce qu'elle ne véhicule pas de sens au niveau premier. Elle a quelque chose de sublime au-dessus, en quelque sorte. Donc, je crois que c'est intéressant et beau de pouvoir essayer de rendre ça par les mots. C'est difficile, mais j'y tiens beaucoup. Alors, dans votre roman, à un moment donné, c'est dans le cœur d'un violoncelle
qu'on aura la réponse ou la révélation à une question. Est-ce que vous voulez évoquer ce passage, Joseph qui est malade et qui... Oui, donc Joseph est un violoncelliste qui fait une très belle carrière jusqu'au jour où il a une paralysie qui l'empêche de jouer. Et si je me souviens bien, ça s'appelle la dystonie de fonction. C'est donc quelque chose qui existe, que certains pianistes connus ont eu tout d'un coup, dans une des mains ne répondait plus. Je crois que ça arrive aussi à certains sportifs. Il y a une espèce de paralysie qui n'est pas du tout physique. Enfin, elle est physique, mais elle n'a pas une cause établie. Donc c'est évidemment un énorme problème pour le musicien ou pour le sportif. Et certains mettent longtemps à s'en guérir, si je peux employer ce verbe. Donc ça va arriver à Joseph. Et bon, on peut imaginer que c'est tout le traumatisme des ancêtres qui revient. Là, c'est peut-être un peu facile de voir ça comme ça, mais c'est une explication possible. Alors on sait peu de choses de l'histoire d'Ali, le deuxième adolescent, sinon qu'il est afghan, que son père aurait voulu en faire un champion de football, que finalement, sans espoir et exploitant les rudiments d'anglais que possédait le jeune garçon, il propose ses services à l'ambassade américaine, que, avec l'aide de sa mère, il quittera cependant Kaboul. Vous écrivez alors de très belles pages sur l'arrivée du garçon en Grèce et sur les conditions déplorables de la situation. Un matelot improvisé pilotait l'esquif, malgré la violence des courants et malgré la hauteur des vagues, malgré le naufrage qui menaçait à chaque instant la traversée se fit. Le lendemain matin, les passagers, trempés, transis, terrorisés, échouèrent sur une île de la mer Égée. La Grèce tant espérée, les rives de l'Europe. Le temps d'une illusion, ils crurent qu'ils avaient atteint le paradis. Mais le paradis n'existait pas. Il fallait attendre et attendre encore. Devant le commissariat de police s'amassaient des hommes jeunes, des femmes enceintes, des enfants dépenaillés, pieds nus. Certains se trouvaient là depuis des jours. Ils oscillaient, patients, furieux, muets, aspirant de toutes les forces qu'il leur restait à obtenir le sésame tant convoité. La poursuite de leur voyage en dépendait. C'était rien et c'était tout. Un tampon sur un document officiel, une signature au bas d'une page, la promesse d'une destination. Tout à côté, des touristes déambulaient, curieux et gênés, qui se demandaient par quel hasard de l'histoire et du calendrier ils étaient nés au bon moment, du bon côté du globe. La question les taraudait furtivement, puis ils la chassaient de leur esprit et s'installaient sur une terrasse à l'abri du soleil. Svli Kolitz, dans son roman Yossel Rokover s'adresse à Dieu, qui a été un ouvrage publié en 1946, met dans la bouche de son personnage ce propos: tu n'es tout de même pas, tu ne peux pas être le Dieu de ceux dont les actes sont la preuve la plus horrible qui soit de leur impiété. Alors je vous pose cette question qui, je l'espère, n'est pas trop personnelle. Entre le hasard, entre la nécessité et Dieu, à laquelle de ces réalités vous adhérez-vous? Aux trois, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que, bon, la phrase que vous avez citée sur « on est né dans un endroit du globe », bon, je pense que quand on est né à un endroit et qu'on peut remonter à 10 générations avant, la question se pose moins. Parce qu'on a des racines fermement établies. Moi, ce n'est pas mon cas. Mes parents sont arrivés en Suisse par un concours de circonstances. Et je peux très bien me dire qu'il aurait suffi que le curseur aille un peu ici ou un peu là pour que je me retrouve complètement ailleurs. En même temps, la Suisse, c'est mon pays. Et quand je reviens en Suisse, j'y suis bien. Et je me souviens de ma mère, quand on rentrait de voyage, à l'époque, il y avait à la frontière, il fallait montrer son passeport, c'est moins le cas maintenant, et je me souviens qu'elle brandissait le passeport rouge en disant « nous rentrons chez nous, nous rentrons chez nous », et puis le douanier la regardait en disant « ben oui madame, oui, oui », et comprenait évidemment pas l'arrière-plan.
Donc il y a ce côté à la fois ancré avec un A majuscule et puis pas ancré si on remonte dans le temps. Donc c'est un mélange des deux. Alors on a évoqué Ali, il y a Gaspard. Gaspard a perdu sa mère, il a 7 ans, Louise est morte et l'enfant avait 7 ans. Et son père Rodolphe lui propose d'écrire un texte. Pas une biographie. Il faut décoller de la réalité, sinon c'est trop triste. Les souvenirs, on a le droit de les transformer. D'ailleurs, on fait tout ça souvent, on ne s'en rend même pas compte. On ment, involontairement ou par omission. On croit que la mémoire est fidèle, mais c'est une illusion car l'oubli ou l'imagination ou la peur ne laissent jamais les souvenirs intacts. Tu as la liberté d'inventer un récit dans lequel Louise reviendrait comme une ombre, mais différente. Elle serait elle-même et une autre en même temps. À la question « Qu'est-ce qu'un romancier ?», Jean Cocteau répondait « C'est un menteur qui dit vrai ». Vous, qu'en pensez-vous ? Alors, moi je n'emploierai jamais le mot « vrai » en parlant d'un roman, parce que ça n'est jamais vrai. Le simple fait que ce soit des mots sur une page, c'est une transformation, même si on s'inspire de choses qui ont eu lieu dans la réalité. Mais je crois que ça ne peut pas être vrai. Ça peut être tout au plus vraisemblable. Et voilà, ça c'est aussi lié à la liberté du romancier, qui peut organiser les choses comme il a envie. Alors, il m'arrive relativement souvent, puisque les romans se passent en partie à Genève, que des lecteurs bien intentionnés me disent « Ah oui, mais là, tu dis ça, mais c'est pas comme ça. » J'ai même reçu des photos en me disant « Mais là, ta description, pas juste. » Et je leur dis « Mais laissez-moi tranquille. » Voilà, c'est pas comme un roman policier où il faut que la mécanique soit relativement juste, parce que sinon ça ne tient pas. Mais dans un roman, on peut quand même adapter, et on l'adapte de toute manière. Ça n'est jamais une photo de la réalité, c'est une transformation, plus ou moins grande, plus ou moins réussie. Alors on va laisser M. Moret s'installer. Je vous pose encore juste une question. Il y a un lien entre Gaspard et Ali que vous évoquez très subtilement sans insister. Rodolphe, passionné de course à pied, un jour de mauvais temps, glisse, se blesse et entre dans un café, le D'Agostino. Ludmilla, la serveuse, le soigne et il se raconte. Rodolphe, d'habitude peu expansif, se mit à parler d'Ali, de la pauvreté dans laquelle il vivait en Afghanistan, de l'importance d'ouvrir les frontières, de lutter contre le repli de l'Occident. Entraîné par son propre récit, Rodolphe donna des précisions. L'enfant s'annonçait de façon imminente. Le père en devenir se mit à présenter la famille d'Ali comme s'il l'avait vue la veille. Il évoqua d'abord la mère Farah, une Iranienne aux cheveux magnifiques, et le père ombrageux et autoritaire. Quelques mois plus tard, Louise est enceinte. On déchire donc les papiers d'adoption et vous écrivez « Gaspard Maunoir naquit le 22 novembre à 3 heures du matin. Sa venue au monde fut un moment de grâce et de facilité. » Que voulez-vous dire? Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est la grâce d'avoir eu cet enfant, alors que ce couple pensait ne pas en avoir, mais ils avaient fait le choix d'avoir l'enfant adopté, simplement de façon assez tragique. Au fond, l'enfant adopté est arrivé en concurrence avec l'enfant naturel, si j'ose dire, et les papiers d'adoption ont été déchirés. Alors, c'est effectivement à la fois une grâce, une facilité, et au second plan, quelque part, un malheur. Alors, Michel Moret, vous êtes l'éditeur de M. Harry Comrouillan. En 1962, Jean-Jacques Pauvert, éditeur et libraire dans une petite mais prestigieuse librairie, le Palimugre, vient de sortir une réédition de La France juive, pamphlet antisémite d'Édouard Drummond. À la question qu'on lui pose alors « Mais enfin, pourquoi publier un tel livre ?» Pauvert répond « Tout le monde en parle et personne ne l'a lu. Je verse une pièce dans un dossier, c'est mon travail d'éditeur. » Qu'est-ce que le métier d'éditeur? Pourquoi? Comment le devient-on?
comment vous, libraire, vous êtes devenu éditeur? Oui, d'abord mes excuses pour ce retard. Je ne savais pas que j'étais attendu ce soir, mais bon, je suis très content d'être là, de saluer Harry Komroyan et tous ses lecteurs de ce soir. Alors, comment devient-on éditeur? Oh, c'est, je ne sais pas si c'est le métier qui nous choisit ou si c'est nous qui le choisissons, mais c'est en rapport avec notre curiosité et notre vie intérieure. C'est une manière de participer activement à la vie culturelle qui nous entoure. Mais il ne faut pas se leurrer, l'éditeur, en fait, n'est qu'un hébergeur, mais disons sélectif quand même. Hein. Et moi, j'étais libraire et c'était les débuts de la télévision où tout à coup, qui devenait toute puissante, et la radio. Et je remarquais en tant que libraire que les lecteurs étaient de plus en plus conditionnés par ce qu'ils entendaient et que le rôle du libraire, qui était un homme, disons, un peu d'influence quand même, commençait à diminuer puisque le lecteur avait déjà, disons, ses préférences il était conditionné par les médias. Alors, petit à petit, j'ai éprouvé le besoin d'aller aux sources et de venir là où l'on sélectionne les manuscrits, c'est-à-dire l'ère de la grange, là où l'on trie le bon grain et l'ivraie. Alors j'espère, j'ai fait le plus possible, j'ai fait de mon mieux pour semer le bon grain. Alors, un très très beau personnage de ce roman, L'impératrice des Indes, c'est María Encarnación del Río, l'ancienne patronne de la Bodega, une épicerie dominicaine à Astoria, petite ville où le père de Rafi a grandi. Voisine des 3 garçons installés après leur voyage dans un quartier pauvre de Brooklyn, elle les suit de loin, de près. En toute fin du récit, Joseph retrouve l'usage de sa main, poursuit sa carrière. Le père de Rafi meurt d'une crise cardiaque. Le père de Gaspard refait sa vie avec Lily Belmont, une cantatrice qui a un rival de sa mère. d'Ali, on ne sait toujours rien. Quant à Maria, vous écrivez, elle regarda les jeunes gens, elle le savait, c'était la soirée des adieux. La parenthèse allait se refermer. Bientôt ils s'en iraient chacun de son côté. Une larme coula sur la joue de la vieille dame. « Mais tu pleures, Maria ?» demanda Rafi. « Pas du tout, répondit-elle. Comme d'habitude, tu n'as rien compris. C'est juste une goutte de champagne. » Alors, outre la souffrance peut-être de la solitude, qu'est-ce qui vous, Harry Komroyan, vous émeut aujourd'hui dans le grand âge? Et quelle vision avez-vous du temps qui passe? Alors, juste si vous permettez, à propos de María Encarnación, donc ces bodegas sont des épiceries qu'on trouve partout à New York, puisqu'il y a une très forte influence latino, les dominicains, les portoricains, etc. Et c'est des épiceries où on trouve absolument tout. C'est vraiment, souvent des petites épiceries, mais vous trouvez tout, du savon, de la farine, etc. Et ce qui m'est arrivé d'amusant avec ce personnage, qui arrive, je crois, à la page 113 ou 133, je ne me souviens plus, c'est qu'elle n'était pas destinée à rester dans le roman. Et alors, ça va vous paraître un peu recherché, un peu artificiel, mais c'est vraiment arrivé comme ça. Elle n'a pas voulu partir. Donc elle s'est installée dans le roman et elle est restée jusqu'au bout. Et ça, j'avais déjà lu des histoires comme ça et je me disais, bon, c'est gentil, mais c'est un peu du caprice de romancier qui veut se faire remarquer. Et puis non, bah, ça m'est arrivé une ou deux fois et je dois dire que c'est assez jouissif d'avoir un personnage qui tout d'un coup vient et dit c'est moi. Voilà. Maintenant sur le grand âge, vous parlez de mon grand âge à moi ou bien... Je trouve le temps qui passe, c'est toujours un sujet très délicat. On se pose tous la question. Oui, bah oui, c'est un sujet très délicat, le temps qui passe, le temps qui reste. Tout d'un coup, voilà, qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas, ce n'est pas une question que je me pose trop souvent.
Alors Michel Moret, vous vous envolez en 2010 pour Alger où se déroule le Salon du Livre. Sur la terrasse du Grand Café, vous rencontrez un jeune étudiant qui vous demande ce que vous pensez de l'Algérie et la différence qu'il existait entre le contenu de la Bible et le Coran. Et vous avez cette réponse: la religion se distance trop de la spiritualité et constitue un échec pour l'humanité. Et vous ajoutez que vous comprenez la sentence de Karl Marx: la religion, c'est l'opium du peuple. Alors le temps et la religion, pour vous. Oui. Oh, le temps, c'est évidemment c'est une grande interrogation sur notre destin, à chacun de nous, bien sûr. Et en ce qui concerne la religion, évidemment aussi, quand on passe d'une civilisation à une autre, d'une religion à une autre, il y a une autre sensation du temps qui passe, en fait. Là, en Algérie, en effet, le temps se déroule à une allure beaucoup plus lente qu'ici. C'est vrai qu'ici, nous sommes des hommes pressés, quoi, en fait. Hein. Et on ne fait que courir, hein, c'est vrai. Là, il y a un temps, je pense aussi quand même, pour la réflexion, ça m'avait frappé. Et ce qui m'avait aussi marqué, c'est que d'une manière générale, dans ce monde-là, la place peut-être de la spiritualité englobe plus de monde qu'ici. Des fois, on a l'impression, surtout dans notre société actuelle, que, disons que la spiritualité ne concerne qu'une petite partie de la population. Peut-être je me trompe, mais l'occidental est un homme essentiellement pragmatique, en fait, hein, et assez efficace, en fait, et assez dur. Et quand on voyage, ou quand on découvre d'autres civilisations orientales, africaines, Amérique latine, on sent quand même une plus grande douceur, une plus grande... on apprivoise la vie autrement, hein. On est moins dans l'efficacité qu'ici en Occident. Bon, moi j'ai la chance de faire un métier complètement privilégié, tous les métiers liés à la création. Disons, la retraite est interdite en fait, parce que c'est disons que c'est un cadeau du ciel, quoi, pouvoir travailler dans quelque chose qui est lié à la création. Alors, le temps qui passe, oui, il existe en sens que ce matin encore, j'ai signé un contrat avec un jeune éditeur, un jeune auteur valaisan qui n'a encore jamais publié. Et curieusement, son nom me disait quelque chose et j'étais sûr depuis 25 ans qu'un jour cet homme m'adresserait un manuscrit. En effet, il me l'a envoyé vendredi passé. Le lendemain, je l'ai déjà téléphoné pour lui dire que le manuscrit était accepté. Mais je me suis rendu compte, en fait, en parlant aussi avec lui et en voyant l'attente de chacun, que tout est lié aussi au temps qui passe. Quand on est éditeur, on soupèse des âmes et on mesure, disons, un potentiel, un avenir possible. Le livre qu'on publie dans le moment est presque secondaire par rapport à ceux qui vont venir. Ce qui m'importe, moi, quand j'accepte un manuscrit, c'est pas tellement s'il va faire le bug, s'il sera un livre fantastique qui va toucher la grande foule, c'est tout simplement de savoir si l'auteur a donné la pleine mesure de lui-même, ou le plus possible dans son manuscrit. Oui, c'est ça ma grande interrogation, quoi, d'une certaine manière. Après, le reste, la vie d'un livre, etc., c'est un peu du remplissage qu'on mesure, assez aléatoire. Et puis, le succès reste quand même quelque chose d'assez mystérieux. Hein. Il y a des livres pour lesquels on ne fait rien, et puis on est pris de vitesse, on doit sans cesse les rééditer, et puis d'autres pour lesquels on investit des sommes importantes en promotion et tout, et on n'obtient rien. Disons que c'est ça
l'intérêt de ce métier, c'est vraiment c'est l'incertitude. C'est vraiment comme un paysan, quand il sème le blé, il ne connaît pas la récolte, ou un footballeur, quand il commence un match, il ne connaît pas le résultat. C'est aussi une chance de travailler dans un secteur comme ça où on ne connaît pas le résultat. Alors, avec Harry Kumroyan, c'était assez spécial. J'ai reçu un téléphone de lui, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années. Il me posait toutes sortes de questions sur Alice Riva, et qui est un grand auteur, mais c'est un moment où elle était complètement oubliée. Et j'ai vu que lui, il insistait, il y avait un titre qui était épuisé, il voulait à tout prix que je le réédite, et ça m'a frappé. Son nom m'a aussi frappé, Kumroyan, c'est pas Dupont-Durand, hein, c'est vrai. Et puis, quelque temps, je sais pas, 3-4 ans après, est venu un manuscrit, et nous avons fait connaissance. C'est là que j'ai appris un peu son parcours, que lui, en effet, travaillait plutôt dans l'enseignement, en étant fonctionnaire supérieur à la fin, à l'État de Genève. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que lui, il utilise très bien le temps qui passe, puisque il termine en fait sa vie professionnelle. Tout de suite, il y a un manuscrit, et après, il y a un deuxième et un troisième manuscrit. Et de manuscrit en manuscrit, je sens une progression. C'est vraiment quelque chose de très encourageant pour nous tous, de savoir qu'après la retraite, on progresse encore, en fait. Et c'est alors le cas vraiment patent de Harry Kumroyan. Merci Michel. Mais ce que j'ai envie de dire, l'histoire de mon téléphone, longtemps avant que j'ai écrit un roman, téléphoné à Michel Moret parce que le libraire chez qui j'avais été chercher ce livre d'Alice Riva que je voulais lire me dit écoutez, non, j'en sais rien, il n'y avait pas encore Internet à l'époque. Il dit mais appelez l'éditeur. Alors j'appelle Michel Moret qui me dit écoutez monsieur, quand même que je vous dise une chose, éditer des livres, c'est une affaire compliquée. Et ça m'est resté, alors je peux vous dire, ce téléphone m'est resté en mémoire longtemps après. Alors vous avez visiblement beaucoup progressé, vous publiez un troisième roman. Je cours dans les vagues, c'est vrai, mais après tout, je suis un bon nageur. Et si la tempête éclate, je survivrai. Je ne sais pas ce que mon père a fait, je ne sais pas si c'est un salaud et je m'en fous. Maintenant, il m'apparaît enfin, je m'accroche à lui car je le tiens enfin. Courir dans les vagues, publié aux éditions de l'Air en 2021, raconte l'odyssée de Simon, un jeune garçon à la recherche de son père. Le cadre du récit, le palais des nations où se rencontrent Pauline, Matt, Tania et Malek. Vous pouvez dire quelques mots de ce roman qui est presque un polar. Alors bon, effectivement c'est une course-poursuite d'un adolescent qui ne connaît pas son père et qui a décidé de le retrouver. Et voilà, jusqu'au bout du roman, on ne dévoile pas ce qui se passe dans l'espoir que le lecteur va s'intéresser à l'histoire de Simon. Voilà, c'est en résumé la trame du livre, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que ça, parce qu'il y a vraiment de nouveau la question de l'identité, la question des origines, mais pas, cette fois on n'est pas en Arménie. Alors, question à l'éditeur comme à l'auteur, comment vous avez publié le dernier ouvrage que vous avez publié aux éditions Ozu? C'est un ouvrage pour enfants, hein? Oui. La collection Frisson Suisse, c'est juste? C'est voilà. ça. Comment fait-on le choix d'un genre littéraire? Pour l'auteur, évidemment, et puis pour l'éditeur également. Alors, l'histoire du roman pour les enfants, c'est un pur hasard. Je suis entré dans la librairie qui est à côté de chez moi, Atmosphère. Dans cette librairie, il y a une toute petite section pour les enfants où j'ai trouvé ces romans de la collection Frisson Suisse. C'est un éditeur français, ce n'est pas un Michel Moret, c'est un éditeur français qui a une antenne en Suisse. Et puis je parle à la libraire qui me dit « Ah, mais ça t'intéresse, mais tu devrais écrire un livre pour les enfants. » Et puis je me suis dit « Bon, bah, pourquoi pas ?» J'ai fait un projet et puis l'éditeur parisien l'a accepté.
Alors, bon, c'était une aventure nouvelle d'écrire un livre pour les enfants. Ça m'a beaucoup amusé. Et ce qui m'a amusé, c'était les ressemblances et les différences par rapport à l'écriture d'un livre pour les adultes. Je pense qu'il y a, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pas mal de ressemblances quand même. Évidemment, le ton n'est pas le même, enfin, il n'y a pas besoin d'allonger, mais il y a quand même certains principes de base, me semble-t-il, de l'écriture d'un roman qu'on retrouve dans l'écriture pour les enfants. Alors, ce qui était extrêmement différent et difficile, je dois dire, c'est que autant Michel Moret me laisse écrire le manuscrit et puis je le lui envoie, puis après il le commente et il le fait lire à un ou deux de ses lecteurs, autant là, dans la collection Frissons Suisse, l'éditrice en question m'a suivi, mais ligne à ligne pratiquement, et il y a eu un moment où je me disais non mais elle m'embête, je vais fermer la porte, quoi. 118 mails, on s'est écrit 118 mails, et au 119e, elle m'a dit « c'est bon, très bien, bravo, est-ce que tu veux en écrire un autre ?» Je me suis dit « ah bon ?» Et j'en ai effectivement écrit un autre. Mais voilà, donc c'est une aventure différente. Le contrat de la maison d'édition faisait 40 pages. Donc ils ont tout prévu, alors que les contrats de Michel font 1 page. Et il y a une petite phrase « toute autre question est à voir au tribunal de Vevey ». Alors eux, là, ils ont écrit 40 pages. Et j'avais l'impression d'avoir un corset de fer qui m'étranglait, quoi. Enfin, c'est une autre aventure. Alors, dans tous vos romans, que ce soit Un dangereux silence, que ce soit L'impératrice des Indes ou que ce soit Courir dans les vagues, dans tous vos romans, il y a énormément de récurrences. D'abord, vous faites passer vos personnages de l'un à l'autre. Alors, le violoncelliste Joseph Landolt, qui est donc fils d'Anne et d'Éric, petit-fils d'Aram, personnage du roman Ainsi dangereux silence, réapparaît dans L'Impératrice des Indes. Il est alors devenu soliste de concert. Il organise la 3e soirée, le concert de la 3e soirée de la traversée. Rafi, dont le père est arménien et la mère une héritière de Boston, qui a été engagée sur L'Impératrice des Indes, rencontre Ali et Gaspard et devient l'ami de Simon dans Courir dans les vagues. Donc Rafi réapparaît dans le 3e roman. Et c'est d'ailleurs Rafi qui va encourager Simon à poursuivre sa quête quand le personnage dit finalement « Je cherche mon père, je ne le retrouve pas, j'ai été jusqu'à New York ». Tout d'un coup, il dit à cet ami, à ce Rafi « Moi j'arrête là » et Rafi lui dira « Mon père est mort il y a 2 ans. Trop de boulot, trop d'ambition. La volonté de bouffer la vie, d'être le plus fort, son cœur a lâché 3 minutes et adieu. Alors si j'étais toi, ce père inconnu, je ne le lâcherais pas. » Simon va alors décider de ne pas renoncer, évidemment, et il retrouvera son père. Pourquoi, Harry Comrouillan, pourquoi ce tissage d'un roman à l'autre, que ce soit des personnages, voire des thèmes? Est-ce qu'on peut imaginer une espèce de trilogie? Alors, les romans ne forment pas une suite au sens vrai, on peut les lire complètement séparément, mais je me suis effectivement rendu compte que j'étais très attaché à certains de ces personnages. Pour moi, quand on a écrit 300 pages et qu'on a passé 2 ans avec des personnages, c'est un peu comme des personnes réelles de ma famille. Bon, ça apparaît un peu kitsch de dire ça comme ça, mais vous voyez dans quel esprit je le dis. Donc, j'ai envie de les faire revenir. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, un petit côté un peu petit pousset, comme ça, on met des cailloux et on se retrouve d'un livre à l'autre. Alors, il faut qu'il y ait une nécessité de faire revenir le personnage. Ça ne peut pas être juste pour le plaisir de le retrouver, mais c'est assez amusant. Et j'ai même une idée d'un 4e roman dans lequel, voilà, etc., etc. C'est assez amusant. Dans le livre pour les enfants, j'ai proposé à l'éditeur, alors que ce soit carrément les mêmes personnages, mais sans que ça forme une suite, là non plus. Donc les enfants pourront lire chacun des livres séparément. Alors, avant l'impossible question, je vous propose de réunir les 4 invités de ce soir pour, aux éditions Plomb. On trouve un dictionnaire amoureux qui épelle de A à Z de passion et culture de l'auteur. Et je vous propose donc quelques citations, chacun des 4,
à inscrire et définir dans votre dictionnaire amoureux. Je vous laisse me dire ce qu'elle vous évoque dans l'instant. Première citation d'Albert Camus dans L'homme révolté. Le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir profond de l'homme, car il s'agit bien du même monde, la souffrance est la même, le mensonge et l'amour, les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Je dis juste la dernière phrase parce qu'elle est très belle, mais eux du moins courent jusqu'au bout de leur destin, et il n'est même jamais de si bouleversants héros que ceux qui vont jusqu'à l'extrémité de leur passion. Monsieur Comrouillan. Alors, le mot correction me paraît très fort et très juste. Je pense, alors sans faire de la psychanalyse à bon marché, qu'on écrit pour corriger quelque chose. Alors je ne sais pas très bien quoi, et j'ai pas envie de le savoir, je dois dire, mais on a envie d'essayer de créer un univers, comme disait M. Tchok, qui est rond, comme ça, par moment en tout cas, dans lequel on peut se sentir bien, et dans lequel on peut redistribuer des cartes peut-être. Ce n'est pas un projet délibéré, mais je me rends compte que ça arrive comme ça. Madame Couteau. J'ai oublié la... Le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci. Non, mais c'est une très belle phrase sur ce que c'est la littérature, c'est sûr. Je suis beaucoup moins catégorique que monsieur à propos de la vérité qui n'est pas dans la littérature. Non, je pense qu'on approche plus facilement la vérité dans la littérature que dans la réalité. Voilà. Monsieur Tchoquet. Je crois que je n'ai pas compris la phrase. Et monsieur Moret. Moi, je pense que, évidemment, l'un est imbriqué l'un dans l'autre, mais que souvent, quand même, la réalité dépasse la fiction. Quand on nous raconte certaines histoires, et si elles étaient transcrites littéralement dans un roman, on dirait c'est pas possible, il aligne tout cela sur un bâton, ce ne serait pas crédible. Je pense que la réalité est beaucoup plus difficile, est moins crédible que la fiction. Léo Ferré dans Poète vos papiers. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, c'est la poésie qui illustre le mot. Monsieur Tchoquet. C'est de Léo Ferré. Il parle du snobisme scolaire, qui consiste à faire en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à les priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires et argotiques. Critique un peu les profs. Oui, j'aime bien. Surtout ça, ce petit passage, que c'est pas le mot qui fait la pause, mais c'est la pause qui fait... aussi, c'est très compliqué à comprendre, mais je pense que là-dedans, il y a une vérité très profonde. Que c'est vraiment... Ce ne sont pas les mots qui font quelque chose, mais c'est quelque chose qui vient de dehors, qui forme avec ces mots une chose incomparable. Oui, vraiment une chose extraordinaire. Vous avez été enseignant, le snobisme scolaire? Alors, oui, je pense que quand on a été enseignant, il y a des moments où effectivement, on a une tendance à mettre les élèves sur des rails. Je reconnais de l'avoir fait parfois. Moi, ce que je retiens dans la citation de Léo Ferré, c'est l'histoire du rince-doigt et du baise-main, et de la nécessité par moment de faire dérailler un peu le train, que ce soit par le style ou par le fond, d'arriver de temps en temps, sans que ce soit artificiel, à sortir le texte de l'allée convenue dans laquelle l'auteur a envie de le mettre. Mais c'est difficile à faire bien,
parce que ça peut être complètement artificiel et ça peut être raté, ou alors ça peut être intéressant parce que bon, là, on connaît la définition du style, c'est l'écart, mais comment on maîtrise l'écart, une question difficile. Alors, dans L'Impératrice des Indes, évoquant Louise et Rodolphe et l'attente vaine mais résignée d'un premier enfant, vous écrivez « Ainsi les choses se mettent parfois en place comme un puzzle, apparemment impossible à construire, dont soudain, à la surprise des joueurs proches du découragement, voire de l'abandon, les morceaux finissent par s'emboîter. Dans Courir dans les vagues, Simon, lui, se rend compte que la réalité, on est bien obligé de l'accepter. Ensuite, on s'arrange le mieux possible avec elle, et si elle nous brutalise vraiment, on essaie de la calmer comme on peut. Pour vous, Harry Kumruyan, qu'est-ce que le bonheur? J'ai pas mis sur sa vie. On peut s'arrêter pendant 1 heure. Écoutez, le bonheur, c'est d'aimer, je pense, et d'être aimé, d'avoir des perspectives. Voilà. Pour Michel Moret? Oui, je dirais la même chose. Ce qui me frappe, c'est que peut-être il y a des gens, plus que d'autres, ont une plus grande propension au bonheur. Certains sont, on a l'impression qu'ils sont récalcitrants au bonheur. Ça me ramène à la question d'avant sur la poésie. Je pense que l'école, par rapport à la poésie, elle digresse, elle disserte, elle essaye de sensibiliser, mais en fait, comme je crois que c'était Paul Valéry, puis c'était repris après dans le livre de Georges Haldas, il parle de l'état de poésie. Et c'est vrai que cet état de poésie fait que on lit tout sur certains visages. Vous voyez un bébé, vous voyez son sourire, vous savez déjà ce qu'il va apporter presque à l'humanité. Et ce qui... Peut-être qu'avec le bonheur, c'est la même chose, évidemment, mais ça reste quelque chose de personnel. Il y a quelque chose qui nous correspond, mais j'ai l'impression... Ce qui me trouble quand même, c'est que les êtres sont inégaux dans la manière de recevoir ou de donner du bonheur. C'est ça qui me trouble. Est-ce qu'il y a une question dans le public pour M. Moret ou M. Kumruyan? Dans L'Impératrice des Indes, Rodolphe, pour que Simon retrouve Louise trop tôt défunte, lui conseille de la mettre dans un livre. « Tu veux dire un album de photos ?»« Non, répond Rodolphe. Les photos sont muettes, tandis qu'un texte, des mots, on va les chercher tout au fond de soi. Même s'ils résistent, surtout s'ils résistent, on les assemble et on les pétrit, et à la fin ils parlent, ils nous consolent aussi. Comprends-tu ? Et ça m'a fait un peu penser à l'espérance dont parle le poète Mahmoud Darwish dans son Exil recommencé. Je ne suis pas venue rappeler à chacun son histoire. Je suis ici pour que nous nous souvenions ensemble de notre histoire commune. Le poète est à pied d'œuvre, seul, sans archéologue, sans anthropologue, sans historien, sans garde, seul, à pied d'œuvre, avec un peu d'herbe sèche, du sel et quelques nuages. Non seulement pour rendre l'avenir proche, moins lointain, ou le lointain passé plus proche, mais pour coller au plus simple, ramener à hauteur d'un arbre le plafond de son monde brisé. Harry Kumruyan, Michel Moret, merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. À la presque fin de cette soirée, qui célèbre 15 ans de riches rencontres, qui résonnent toutes d'une musique, celle des mots, inspirée du vécu, solidaire des inquiétudes de l'homme et dont le travail consiste plus à transmettre la beauté perçue dans les choses qu'à la créer, j'aimerais, au nom de toute l'équipe de la médiathèque Valais de Saint-Maurice qui a préparé avec soin cet anniversaire, vous remercier tous très chaleureusement pour votre présence
et vous laisser en reconnaissance un dernier écho. Mathias Choquet, vous écrivez dans Circulation: je pense que le bonheur réside dans la capacité à vivre le moment, qu'il soit intéressant ou non. Quand j'observe vraiment ce que font les moineaux, je les trouve merveilleux et drôles. Si on arrivait toujours à regarder de cette manière, la vie serait belle. Et vous, Harry Kumruyan, dans L'Impératrice des Indes, ainsi les choses se mettent parfois en place comme un puzzle apparemment impossible à construire, dont soudain, à la surprise des joueurs proches du découragement, voire de l'abandon, les morceaux finissent par s'emboîter. Et ça m'a fait un peu penser à cet aveu de Peter Handke dans « À ma fenêtre le matin », Carnet du Rocher, 1982-1987. Regardez jusqu'à ce que batte le cœur dans les choses, tendre un filet de silence et ramener les choses une à une. À tous, merci. Merci.